La Ligue des Champions est la compétition que tous les clubs rêvent de jouer. Mais ce que personne ne dit, c'est qu'elle crée un déséquilibre énorme dans les championnats nationaux. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la C1 est devenue un problème pour les ligues et comment elle influence l'économie et la compétitivité de dizaines de clubs en Europe. Pour comprendre pourquoi la Ligue des Champions crée autant d'écarts, il faut commencer par la base, l'argent, et surtout combien la compétition distribue chaque année aux clubs qualifiés. La Ligue des Champions, c'est une machine financière incomparable. À elle seule, elle distribue 2,5 milliards d'euros aux 36 clubs participants. C'est énorme, surtout quand on compare avec les ligues nationales. La seule ligue qui fait mieux, c'est la Première Ligue avec ses 3,22 milliards d'euros redistribués chaque saison. Derrière, l'écart est gigantesque. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France sont loin derrière. Et si on descend encore plus bas, c'est presque ridicule. La Turquie, qui est la 10e ligue la plus lucrative d'Europe, distribue 74 millions d'euros au total. Autrement dit, certaines ligues entières distribuent moins d'argent que ce qu'un seul club peut toucher en jouant la Ligue des Champions. Et évidemment, plus on avance dans la compétition, plus les montants explosent. Selon les performances et le poids commercial du club, une participation peut rapporter entre 25 et 150 millions d'euros. En 2024, par exemple, le club qui a gagné le plus d'argent, c'est le Real Madrid, 141 millions d'euros. Ensuite viennent Manchester City, le PSG, le Bayern et Dortmund. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Cette compétition distribue des montants que quasiment aucune ligue ne peut suivre, et c'est exactement ce qui crée le premier déséquilibre majeur. Mais l'impact de ces montants n'est pas du tout le même selon le type de club. Pour les géants européens, la Ligue des Champions représente une part relativement faible de leurs revenus. Pour le Real Madrid, par exemple, les 141 millions d'euros gagnés en 2024 représentent environ 13% de leur chiffre d'affaires annuel. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas vraiment vital non plus. Même sans cette somme, le Real resterait dominant en Espagne. Même logique pour Manchester City, le PSG ou le Bayern. La C1 représente entre 14 et 16% de leurs revenus annuels. C'est beaucoup, mais pas assez pour bouleverser leur modèle. En revanche, quand on descend d'un étage, le tableau change complètement. Pour les clubs moyens ou issus de petites ligues, la Ligue des Champions est un jackpot qui transforme une saison entière. Prenons Porto. Juste en atteignant les huitièmes lors de l'édition 2024, ils ont touché 65 millions d'euros, ce qui a augmenté leur revenu annuel de 60%. Pour eux, c'est un bouleversement financier. Plus que les droits TV nationaux, plus que la billetterie, plus que les sponsors. Et certains cas sont encore plus extrêmes. C'est notamment le cas du Paphos FC. Le club chypriote, dont l'effectif est évalué à seulement 22 millions d'euros, s'est qualifié pour la Ligue des Champions en 2025-2026. Rien que la participation leur garantit 21,1 millions d'euros sans gagner un match. À cela s'ajoute un bonus en prime de victoire de 2,1 millions d'euros et une prime pour un match nul de 700 000 euros. Et l'exposition a déclenché une explosion commerciale. 20 nouveaux sponsors et plus 50% de revenus commerciaux. Résultat, la C1 finance les infrastructures, les transferts, l'académie et change instantanément l'échelle financière du club. Le problème apparaît donc ici. La C1 ne donne pas un avantage aux plus riches, elle donne un écart démesuré entre les clubs d'un même championnat. C'est dans les championnats moyens et petits que la Ligue des Champions fait le plus de dégâts, car là-bas, une seule place pour la C1 peut suffire à créer un gouffre financier et sportif insurmontable. Dans ces pays, les champions gagnent un ticket direct, et parfois même pas. Portugal, Belgique, Turquie, République tchèque n'ont qu'un seul qualifié en phase de ligue. D'autres, comme l'Écosse, la Suisse ou l'Autriche, doivent encore passer par des tours préliminaires. Résultat, si un club réussit à se qualifier une fois, il prend une telle avance financière qu'il devient quasiment impossible à rattraper. On le voit très clairement dans les chiffres, notamment avec l'exemple du championnat écossais. En 2024, d'après l'UEFA, l'ensemble des 12 clubs de première division écossaise ont généré 357 millions d'euros. Mais un seul club, le Celtic, en a produit 137 millions, soit 38% du championnat à lui seul. La raison, la Ligue des Champions. Lors de leur participation, le Celtic a touché 36,5 millions d'euros, alors qu'ils n'ont gagné qu'un seul match. Pour mesurer l'écart, les droits TV de tout le championnat écossais ne représentent que 34 millions d'euros pour la saison entière à se partager entre les 12 clubs. Le Celtic a donc gagné plus en 6 matchs européens que tout un championnat en 200 matchs. Et cette différence financière se voit immédiatement sur le terrain. Le Celtic a remporté 13 des 14 derniers championnats, pas seulement parce qu'ils jouent bien, mais parce que la C1 leur donne un levier financier que personne ne peut compenser. Ils peuvent acheter de meilleurs joueurs, offrir de meilleurs salaires, investir dans les infrastructures, pendant que les autres clubs, eux, doivent vendre pour survivre. Dans ces championnats, le titre n'est plus vraiment une compétition. Il devient la conséquence logique d'un système où une seule qualification européenne rend l'écart irréversible. Et cette situation se répète partout. Au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique, en Turquie.
Partout où il n'y a qu'un seul ou deux tickets, la Ligue des Champions agit comme un ascenseur financier réservé à quelques clubs et un plafond de verre pour tous les autres. Et aujourd'hui, ce que disent les dirigeants, c'est simple. La Ligue des Champions pousse les clubs à prendre des risques qui dépassent leurs moyens. Le patron de la Serie A l'a confirmé publiquement. Les clubs investissent au-dessus de leur capacité financière uniquement pour tenter d'entrer en Ligue des Champions. C'est devenu un effet pervers du système. Les budgets sont en surchauffe, les dépenses gonflent artificiellement, les transferts deviennent des paris et les dettes s'accumulent parce que la récompense potentielle est trop grande pour être ignorée. Ce problème ne touche pas seulement les petites ligues, même les géants européens tombent dedans. Et le meilleur exemple aujourd'hui, c'est Manchester United. Le club est l'un des plus riches du monde, mais il perd plus de 100 millions d'euros par saison. Et pourtant, lors du Mercato 2025, United a dépensé plus de 200 millions d'euros pour se renforcer. Sur le papier, la situation me paraît incohérente. Comment un club en déficit constant peut se permettre un été aussi coûteux? La réponse est comptable. La plupart des transferts ne sont pas payés en une fois, mais étalés sur plusieurs années. Par exemple, si Manchester United achète Mbeumo pour 80 millions d'euros mais répartit le paiement sur 5 ans, l'impact réel est de 16 millions d'euros par saison. Cette méthode permet d'investir massivement dans l'effectif sans avoir à sortir tout de suite l'argent. Si United fonctionne de cette manière, ce n'est pas pour rêver plus grand, c'est parce que le club parie sur une qualification en Ligue des Champions qui rapporterait des revenus immédiats, massifs et permettrait de combler les investissements cumulés des saisons précédentes. La C1 représente des primes, de la billetterie, des sponsors, des droits TV et une exposition commerciale qui peuvent rééquilibrer une saison entière. La défaite contre Tottenham en Europa League en 2025 l'a illustré. Ce match a fait perdre au club entre 120 et 150 millions d'euros potentiels. Un seul résultat sportif a créé un trou immense dans les comptes. C'est exactement ce que vivent de nombreux clubs européens, une dépendance totale à la qualification en C1. Et pour Manchester United, manquer la compétition 2 années de suite deviendrait un risque majeur avec des conséquences directes sur les finances, sur l'effectif et sur la capacité du club à rester compétitif. Même dans un championnat du top 5 européen, la dépendance à la Ligue des Champions est devenue structurelle. La France en est l'exemple parfait. Les droits TV de la Ligue 1 pour la saison 2025-2026 représentent un total d'un peu plus de 330 millions d'euros bruts. Mais une fois retirés les taxes, les frais d'organisation, la part des diffuseurs et les différents coûts liés à la production, il reste environ 100 millions d'euros nets à répartir entre les 18 clubs du championnat. C'est un montant extrêmement faible pour une ligue de ce niveau. Ce manque de ressources crée un mécanisme qui touche quasiment tous les clubs, un déficit structurel. Chaque année, avant même de vendre le moindre joueur, la majorité des clubs français sont déjà en déficit. Leur modèle économique repose donc sur un principe simple, les ventes financent la survie. C'est pour cette raison que de nombreux joueurs quittent la France très tôt. Italie, Allemagne, Espagne, mais surtout Angleterre, là où l'argent circule à grande échelle. Le mercato estival 2025 l'a illustré parfaitement. La Ligue 1 a affiché une balance positive de 540 millions d'euros, la première d'Europe devant l'Allemagne et la Belgique. C'est un signal clair, la Ligue 1 produit plus qu'elle ne peut retenir. Ce cercle vicieux affaiblit le niveau sportif. Chaque année, les effectifs se réduisent, les talents partent, les clubs deviennent moins compétitifs. Et l'écart avec les grandes ligues se creuse un peu plus. La seule manière de maintenir un effectif solide, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. La C1 est la seule source de revenus capable de compenser la faiblesse structurelle des droits TV français. C'est pour cette raison que certains clubs français prennent des risques financés par l'espoir de qualification, comme on l'a vu précédemment avec Manchester United. Par exemple, l'Olympique de Marseille a investi près de 100 millions d'euros lors du dernier mercato, un effort financier énorme comparé à ses revenus réels. Mais l'objectif est clair, jouer la Ligue des Champions l'année suivante. Sans qualification, la situation financière peut rapidement se dégrader car ces investissements deviennent impossibles à amortir. On retrouve ce même modèle dans les championnats portugais et néerlandais. Là-bas, les droits TV sont encore plus faibles que ceux de la Ligue 1. Le modèle économique des clubs repose presque entièrement sur la formation, la revente des meilleurs joueurs et la qualification en Ligue des Champions. Pour un club portugais ou néerlandais, la C1 n'est pas un bonus. C'est la différence entre une saison stable et une saison en déficit profond. C'est aussi la clé pour maintenir une équipe compétitive au lieu de devoir vendre systématiquement ses meilleurs éléments. Dans toutes ces ligues, la Ligue des Champions n'est plus un objectif sportif, c'est une question de survie économique. Maintenant qu'on a vu comment la Ligue des Champions crée des écarts énormes entre clubs d'un même championnat, on peut se poser la vraie question. Est-ce qu'il existe une solution pour réduire ce déséquilibre? Eh bien, deux idées reviennent très souvent dans la bouche des spécialistes, et une troisième est celle qui a été officiellement mise en place par l'UEFA. La première idée qui revient souvent est simple, demander aux clubs qualifiés en C1 de partager une partie de leurs primes avec ceux qui ne sont pas qualifiés. Cela permettrait que tout un championnat bénéficie des retombées économiques d'une ou plusieurs qualifications en C1, et cela pourrait rééquilibrer la compétition interne. Mais en réalité, cette idée ne peut pas fonctionner.
D'abord parce que les clubs qualifiés ont absolument besoin de cet argent. Dans beaucoup de pays, une participation en C1 représente la seule source de revenus capable de financer des salaires compétitifs, des infrastructures ou même la stabilité du club. Leur demander d'en céder une partie reviendrait à affaiblir directement leur modèle de fonctionnement. Ensuite, cet argent n'est pas un bonus, c'est la ressource qui va permettre de rester compétitif l'année suivante. Sans les revenus européens, Porto, Benfica, l'Ajax, Feyenoord, le Sporting ou même des clubs français seraient incapables de conserver leurs meilleurs joueurs. Leur effectif se viderait encore plus vite et la qualification européenne deviendrait presque impossible à retrouver. Pour toutes ces raisons, la redistribution directe des primes est impossible. Aucun club qualifié n'acceptera de réduire volontairement sa seule source d'avantage compétitif, et même si cela existait, l'effet sur l'équilibre sportif serait quasiment nul. Deuxième idée qui revient souvent dans le débat, réduire la prime minimale que chaque club reçoit en entrant en Ligue des Champions. Aujourd'hui, même sans gagner un match, un club touche environ 25 à 30 millions d'euros. Réduire cette somme pourrait sembler une manière de limiter l'écart entre les clubs qualifiés et ceux qui ne le sont pas. Mais dès qu'on regarde le fonctionnement économique réel de la compétition, le problème apparaît immédiatement. Si la prime minimale baisse, la part relative basée sur la performance et le coefficient UEFA augmente automatiquement. Cela veut dire que les primes dépendraient encore plus du parcours et du classement historique. Les clubs qui atteignent régulièrement les quarts, les demi-finales ou la finale prendraient une portion encore plus large du gâteau. Résultat évident, les super clubs, qui captent déjà une grande partie des revenus européens, en capteraient encore davantage. Et les clubs moyens, qui peinent à gagner des matchs ou à progresser dans le tournoi, verraient leurs revenus baisser mécaniquement. Ce serait donc un système qui renforce immédiatement deux fossés, celui entre grands et moyens clubs en Europe et celui entre clubs d'un même championnat. Les puissances déjà installées consolideraient leur domination, tandis que ceux qui ont du mal à exister en C1 deviendraient encore plus fragiles. Et c'est là qu'on arrive au second problème. Cette prime minimale n'est pas un cadeau ni une récompense. Elle existe pour couvrir les coûts de participation. Jouer en Ligue des Champions demande un effectif plus profond, des infrastructures homologuées, des déplacements internationaux coûteux, des obligations de marketing imposées par l'UEFA. Réduire cette prime pénaliserait directement les clubs les plus modestes, alors que les super clubs n'en ressentiraient presque aucun impact. Les plus riches pourraient continuer à participer sans difficulté, les autres auraient du mal à suivre, voire à accepter l'invitation. Et il reste une dernière solution, celle que l'UEFA a déjà mise en place pour essayer de réduire les écarts, les paiements de solidarité. C'est simple en théorie. L'UEFA prend une partie de l'argent généré par les compétitions européennes et le redistribue aux clubs qui ne participent ni à la Ligue des Champions, ni à l'Europa League, ni à la Conference League. L'objectif affiché est clair, aider les clubs qui restent dans le championnat et éviter que l'écart économique devienne trop large. Concrètement, les 5 grands championnats comme la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne touchent chacun un maximum de 10 millions d'euros. Les championnats dits intermédiaires, comme le Portugal, la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas ou l'Écosse, reçoivent entre 5 et 7 millions d'euros selon les données 2024. Ensuite, cette somme est simplement divisée entre tous les clubs du championnat qui ne jouent aucune compétition européenne. Et c'est là que le problème apparaît immédiatement. L'exemple parlant est une nouvelle fois l'Écosse. Le pays a touché 6,9 millions d'euros au total. Quand on enlève le Celtic, les Rangers et Aberdeen, qui ont respectivement joué la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League, il reste 9 clubs à se partager cette enveloppe. Résultat, chaque club reçoit environ 768 000 euros. Et immédiatement, le problème apparaît. Le Celtic, éliminé dès les poules, a touché 36,5 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. Aberdeen, en jouant la Conference League, a touché presque 5 fois plus qu'un club aidé par la solidarité. Quand un club touche 36 millions d'euros et son voisin 700 000, l'idée de réduire l'écart devient théorique. La solidarité n'efface rien. Elle ne compense ni les droits TV européens, ni l'exposition commerciale, ni les primes, ni l'effet de réputation que génère une participation en Europe. Certains ont proposé une variante, concentrer ces montants sur un ou deux clubs au lieu de les disperser entre tous les clubs non qualifiés. L'idée serait d'aider les équipes qui finissent juste en dessous des places européennes pour augmenter progressivement le niveau général du championnat. Mais là encore, ça ne change pas vraiment la dynamique. Dans les grands championnats, 10 millions partagés entre deux clubs, ce n'est toujours que 5 millions d'euros chacun, un montant très faible comparé aux dizaines de millions générés par la Ligue des Champions. Et dans les plus petits championnats, le problème inverse apparaît immédiatement. Si on donne tout à deux clubs, les autres n'auront plus rien. Or, dans ces ligues, même 700 000 euros peuvent représenter une masse salariale, une amélioration du stade, tout simplement la survie du club. Dans tous les cas, le résultat est le même. L'impact réel est trop faible pour changer la hiérarchie ou compenser les effets économiques de la Ligue des Champions. Les paiements de solidarité existent, mais ils n'ont pas la puissance nécessaire pour corriger quoi que ce soit de structurel. Au final, toutes les pistes qui reviennent dans les débats échouent pour la même raison. Elles ne peuvent pas compenser la puissance financière de la Ligue des Champions. Partager les primes est impossible. Réduire la prime minimale aggrave encore plus les écarts. Et les paiements de solidarité restent trop faibles pour corriger quoi que ce soit. Le système est construit pour récompenser la performance européenne et mécaniquement, cela crée des écarts que les championnats ne peuvent pas rattraper.
La Ligue des champions enrichit donc quelques clubs, mais elle appauvrit la compétitivité nationale. Dans les grands championnats, elle pousse les clubs à prendre des risques financiers énormes. Dans les ligues moyennes, elle crée des écarts quasiment impossibles à rattraper. Et dans les petites ligues, elle définit la hiérarchie pour 10 ans. C'est une compétition prestigieuse, mais aussi une ligne de fracture qui influence l'économie des clubs, leurs résultats sportifs et leurs décisions de long terme. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses et si tu vois d'autres solutions pour réduire les écarts entre les championnats. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça aide énormément la chaîne à grandir et ça me motive à faire des vidéos aussi complètes et travaillées que celle-ci. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé, je te souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao.